Alors bon, j'aimerais souhaiter la bienvenue évidemment à tous les participants. C'est super que vous soyez quand même assez nombreux. Et évidemment à nos invités, le docteur Pascal Sacré, Pierre de Décoder l'écho et Michel Chossudovski. Alors, on va avoir un panel qui va commencer dans quelques minutes. On fait ce premier webinaire en français avec mondialisation.ca parce qu'on avait déjà eu l'expérience avec Global Research en anglais. Alors, c'est aussi à l'occasion de notre 20e anniversaire. C'est le 20e anniversaire du Centre de recherche sur la mondialisation. Maintenant, bon, évidemment, tout le monde est préoccupé en ce moment parce qu'il y a une très grave crise et c'est une crise vraiment au niveau mondial. Et puis, si je peux rappeler qu'en mars 2020, vous allez peut-être vous souvenir de cette citation, de ce propos. Alors, nous sommes en guerre. Oui, alors c'était ce cher monsieur Macron qui nous disait qu'on était en guerre. Et puis, oui, après, on s'est rendu compte, puis de plus en plus que oui, effectivement, on était en guerre, mais pas en guerre contre un virus, mais c'est une guerre contre le peuple, contre les peuples au niveau mondial. C'est ça qui se passe en ce moment et c'est vraiment tragique. Et puis, bon, puis là, on entend, bon, les nouvelles ce matin ici à Montréal, on dit, ah, il y a des urgences qui doivent fermer parce qu'il y a encore trop de cas de COVID. Et puis, ah, mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui démissionnent en ce moment chez le personnel de la santé. Et évidemment, on peut se poser la question avec la vaccination obligatoire. Et puis, notre premier ministre Legault qui dit que lui, s'il est à l'hôpital, il ne veut surtout pas se retrouver à côté d'une infirmière qui n'est pas vaccinée. Mais ce qu'on ne comprend pas, pourquoi ces gens qui sont vaccinés ont peur des non-vaccinés? Le vaccin, ce n'est pas censé les protéger. En fait, c'est pourquoi que la thématique aujourd'hui, c'est sur la fraude scientifique, c'est aussi sur le vaccin tueur, mais comme dit Pascal Sacré, ce n'est pas un vaccin, c'est une injection. C'est vraiment pas un vaccin, on essaie de faire croire que c'est un vaccin. Et aussi le pass sanitaire qui rend la vaccination obligatoire. Et maintenant, les non-vaccinés sont devenus des citoyens de deuxième catégorie. Alors, tout ça, je pense qu'on va pouvoir l'explorer avec nos invités et puis aussi avec les interventions de tous les participants. Alors, je vous rappelle qu'après le panel, on va avoir aussi une courte pause de quelques minutes on va passer juste 2 minutes de vidéo et puis, bon, les gens pourront aller chercher un verre d'eau, relaxer un petit peu et puis après ça, on va reprendre. Alors, je vais d'abord, on va commencer par le docteur Pascal Sacré, qui évidemment, je pense que est impatient de nous dire plein de choses. Alors, Pascal Sacré, c'est un médecin anesthésiste réanimateur. Il est aussi associé de recherche. Il est associé de recherche avec le Centre de recherche sur la mondialisation.
Pour ceux qui le connaissent, qui ont lu ses écrits, il a écrit vraiment de très nombreux articles et il a toujours eu l'art de vulgariser la médecine ou en fait les explications médicales qui sont souvent difficiles à comprendre pour, comme on dit, le commun des mortels. Alors, et puis, entre autres, sur aussi le test PCR, comment c'est non fiable, la question de la peur, puis comment on s'est dirigé vers la vaccination obligatoire. Alors, je te laisse nous parler de tout ça, Pascal. Bonjour d'abord tout le monde et merci Micheline, Michel pour votre invitation, ça me va au cœur. Voilà, mais pourquoi aussi? Parce que effectivement, j'ai fait connaissance avec vous en 2009 et j'ai commencé à écrire des articles qui me tenaient à cœur déjà en 2009. Euh, en l'occurrence, à l'occasion de, je dirais, la répétition pour moi de ce qu'on vit aujourd'hui, qui était la grippe H1N1 en 2009, la grippe A H1N1, où là déjà, il y avait beaucoup de choses qui, moi, en tant que médecin de terrain, j'insiste aussi pour dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt et que, notamment par rapport à beaucoup de médecins qu'on voit sur les plateaux de télévision ou dans les conseils scientifiques, moi, je suis un médecin de terrain. Voilà. Et je travaille dans les soins intensifs en plus. En particulier, j'ai pu soigner vraiment ces fameux malades Covid graves. Donc, par rapport à ce qui se passait, ce qui s'entendait à la télé, déjà en 2009, j'avais eu beaucoup de problèmes avec ça. Mais ça s'était arrêté finalement sans avoir vraiment commencé, heureusement. Néanmoins, des millions de gens s'étaient fait vacciner et plusieurs ont développé des effets secondaires. Mais je dirais que ça a développé mon esprit critique, ça avec d'autres choses. Et surtout là, puisque j'étais, moi, sur le terrain, c'était un domaine où je dirais j'étais relativement compétent pour écouter ce que disaient les médias et me dire, ils racontent n'importe quoi là, un petit peu. Ça m'a ouvert les yeux quand même de me dire, mais comment c'est possible? Ceci dit, là, ça a fait un flop et les médias ont même fait des enquêtes en 2009. Il y avait encore des médias, on dirait, en tout cas en Belgique, hein, je parle, en France aussi, je pense, où il y a eu des révélations. Voilà, ça n'a finalement débouché sur rien, mais au moins il y avait eu des enquêtes médiatiques. Et puis, d'année en année, j'ai continué à écrire, c'est vrai, puis j'avais arrêté. Et en 2020, j'étais en soins intensifs dans un hôpital à Charleroi, gros soins intensifs. Et on a commencé effectivement à entendre parler de la Chine, de cette épidémie qu'on a vite qualifiée de pandémie. On a commencé à avoir peur, assez logiquement, puisqu'on ne savait pas trop ce qui nous attendait. On nous parlait d'hôpitaux saturés. Ça a commencé en Italie, en Europe surtout. Et effectivement, on a commencé à en voir arriver. Et voilà, dans mon service, moi, j'ai intubé le premier patient étiqueté Covid. C'était évidemment un stress. Je rappelle aussi, et ça c'est important parce que les médias ne le disent plus, que là, on manquait cruellement de moyens. On devait économiser les blouses. On devait un peu composer avec les masques. On n'avait pas tous des FFP2. Hein. Le personnel soignant, et j'entendais même au niveau politique des gens dire, notre ministre de la Santé de l'époque, c'est pas nécessaire le masque. Et ces gens-là disaient ça. Inversement, on était à la phase aiguë et pas trop savoir ce qui se passait. Et c'est vrai, il faut reconnaître que ce qui a été disséminé, en tout cas, ce virus, enfin, ce qui a été appelé le SARS-CoV-2, que ce soit ça ou autre chose, il y a eu quelque chose qui a amené un afflux de malades, mais tous très âgés, très malades, dans nos services. Au point qu'on a eu un moment, on n'avait jamais vu ça. On avait déjà vu des grippes qui pouvaient donner des détresses respiratoires très sévères, mais pas en aussi grand nombre. Et puis avec tout ce qu'on entendait dans les médias. Je veux dire par là que j'ai été moi-même
à me dire qu'est-ce qui nous arrive, comment est-ce qu'on va faire. Et seulement, passer ce premier cap aigu, de constater que finalement, effectivement, les gens qui arrivaient, ma foi, avaient beaucoup d'autres comorbidités. Est-ce qu'ils ne seraient pas morts de tout, mais on trouvait du Covid, d'accord. J'ai commencé à lire beaucoup sur les PCR et à me rendre compte que c'était un examen quand même avec beaucoup de problèmes. Je connais la PCR parce que c'est un test effectivement qu'on utilise aux soins intensifs. Mais déjà, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que de voir qu'on mettait tous sur la PCR, pour un médecin qui travaille aux soins intensifs, on est entraîné à ne pas nous baser sur un seul test. Jamais, jamais, jamais. On va voir un patient dans sa globalité, on fait un examen, on en fait un autre, on les compare, c'est comme ça qu'on fait de la médecine. Et quand j'ai vu ce qu'ils en faisaient au niveau journalistique, au niveau même scientifique dans certains endroits, de faire croire qu'avec un test, même s'il avait été fantastique, ce qui n'est pas le cas, qu'on pouvait gérer une maladie, ça m'a heurté. Et voilà, il y a eu plusieurs choses comme ça. Le fait de constater qu'on arrêtait tout, donc on a arrêté de soigner toutes les autres pathologies, les salles d'opération ont fermé, les services d'oncologie, donc les cancers ont fermé, toutes les spécialités sont parties. Il ne restait que les urgences, les réanimateurs, et c'est tout. Et les infirmières, enfin toute la logistique évidemment, et c'est tout. Ça, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une folie? Je ne suis pas le seul médecin à avoir dit ça, en disant, mais les infarctus, les cancers, les gens, toutes les autres maladies, qu'est-ce que ça va donner si on ne les traite pas? Surtout passer le cap aigu, on s'est rendu compte que finalement, après, on s'est adapté. Cette pathologie Covid grave, on a commencé à mieux comprendre comment la soigner et on s'organisait. Mais on a continué à confiner et à laisser pas mal de gens chez eux. Et ça m'a heurté énormément aussi, évidemment. Ensuite, c'est la prolongation de la peur. Les médias qui continuent à maintenir une espèce de attention, on est dans une catastrophe. C'était une discordance entre ça et moi, ce que je vivais sur mon service. Oui, il y avait quelque chose. Oui, on était soumis à un stress supplémentaire, mais ce n'était pas non plus ce qu'on voyait à la télévision. Mais en même temps, à force de les écouter, je vous avoue que parfois, moi, je me demandais si je travaillais bien ou si j'étais bien sur place, si j'étais comme tout le monde ou quoi. Donc, je veux dire qu'il y avait du stress, mais ce n'était pas ce qui était montré à la télévision. Surtout passé le premier mois, le deuxième mois, où on a commencé à s'organiser et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, j'ai d'ailleurs écrit un article dans Mondialisation en avril 2020. Et d'ailleurs, en écho à ce que tu as dit, Micheline, en guerre, mon article, c'est « En guerre contre la corruption ». Voilà, contre quoi on devrait partir en guerre et pas contre un virus. Et ainsi de suite. Après, je me suis penché sur tous les sujets, la PCR, etc. Donc, je vais dire, ayant été un peu déjà dans cet esprit critique, en ayant déjà eu l'expérience de H1N1, très vite, et en étant sur le terrain, voyant la discordance, je me suis posé des questions et finalement, ça m'a coûté ma place. Je me suis posé trop de questions et surtout, je les ai posées publiquement puisque pour moi, il ne s'agit pas de complotisme pour le plaisir ou de remettre en question le système, c'est de dire ce qui n'allait pas. Par exemple, la PCR, à force de lire là-dessus les spécialistes, c'est un examen qui, si on le règle d'une façon comme elle était réglée, on peut trouver tout le temps du Covid, puisque c'est très sensible, une PCR. Donc, on est obligé de régler ça à un niveau intermédiaire pour ne pas voir le virus partout. Or, il poussait les niveaux, les seuils à des niveaux, déjà, on ne le savait pas, ce qui n'est pas normal. C'est un peu comme si vous receviez un patient, une personne diabétique, donc quelqu'un qui a des problèmes de sucre, et qu'on vous demande de le traiter sans vous donner la glycémie, qu'on dit donc le taux de sucre dans le sang. Donc, on a dit aux médecins, testez les patients, mais on ne vous donne pas le seuil d'amplification qui, lui seul, peut vous dire si votre test est fiable ou pas.
parce qu'au-dessus, ça a été déterminé par des équipes américaines notamment, et Raoult, bien sûr, au-dessus de 30, en tout cas 35, on est dans un niveau qui ne veut plus rien dire, surtout si la personne est asymptomatique. Or, on a fait des épidémies de tests, et non pas de Covid, des tests positifs, mais qui ne voulaient plus rien dire, mais on n'avait même pas le niveau d'amplification. C'est comme si on n'avait pas le niveau de sucre d'un patient diabétique qu'on reçoit et qu'on doit quand même traiter. C'est exactement la même chose. Mais une fois qu'on a le niveau d'amplification, évidemment, on sait dire, est-ce que c'est valable votre test? Non. Donc, tout ça, je l'ai dit, mais de bonne foi, encore une fois, parce que je le découvrais. Je l'ai dit à mes collègues, bien sûr. C'est assez difficile parce que, voilà, je me suis rendu compte que c'était un peu difficile de partager des opinions différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a amené à un moment donné à être convoqué par ma direction pour me dire taisez-vous parce que de toute façon, c'est comme ça. Et voilà, si vous n'êtes pas content ou d'accord, vous vous taisez ou ça ira mal, quoi. Donc, ça fait écho à l'article que j'ai écrit en octobre 2020, 9 jours avant mon licenciement, et qui s'appelait Après le nazisme, le covidisme. Et je sais que c'est un titre choquant, que c'est un titre fort. Et en plus, certaines personnes dans les manifestations portent des étoiles jaunes. C'est trop, c'est probablement fort. Mais en même temps, dans cet article, dont je vais quand même vous lire un extrait, l'idée, c'est de réagir avant d'arriver à une dictature comme le nazisme. Et c'est intéressant de savoir comment le peuple allemand, en 1935-33, a basculé dans le nazisme, parce que jusque-là, tout cela était très démocratique. Dans ses rapports de correspondants de guerre, à l'époque de la montée du nazisme, en 1933 en Allemagne, le journaliste William Shirer dit quelque chose qui devrait tous nous faire réfléchir aujourd'hui. Je rappelle, j'ai écrit ça le 11 octobre 2020. La vitesse et la profondeur des mutations de la société allemande furent proprement impressionnantes. Il a pu assister à la façon dont tout un peuple avait cédé à une forme d'hypnose collective, avec prise en otage de ses capacités de réflexion, de ses facultés de discernement. La censure était omniprésente. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Le 11 octobre 2020, j'écrivais ça, aujourd'hui encore plus, à propos des centaines, milliers de médecins, car oui, on est des centaines de milliers de médecins dans le monde, professionnels de la santé qui osent contrer la propagande gouvernementale à propos du Covid-19. Des professeurs d'université, Raoult, mais il n'y a pas que lui, il y a Hirsch, Ioannidis aux États-Unis, des professeurs allemands qui sont aujourd'hui perquisitionnés et menacés, qui veulent réveiller l'esprit critique, sont menacés de renvoi, des médecins sont menacés de sanctions. Je reviens sur l'article de Schirer. Cette censure permettait au régime nazi de garder le contrôle des esprits. Si on déviait de la ligne permise, plus ou moins visible, on était expulsé, voire pire. Or, la censure sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, ou les sites de vidéos en ligne, toujours, vous avez remarqué, en faveur des propagandes gouvernementales, sévit plus que jamais en 2020. On peut évidemment confirmer ça en 2021. Donc, voilà, c'est visible aujourd'hui, mais il y a aussi des personnes qui disaient à des gens qui se plaignaient, va voir en Corée du Nord, on n'est quand même pas en Corée du Nord, mais à ces gens stupides, je dis, c'est maintenant qu'on peut réagir pour ne pas qu'on arrive comme dans un régime en Chine ou en Corée du Nord. Quand on sera dans un régime comme en Corée du Nord, ce sera trop tard. Il n'y aura plus même moyen de faire des zooms et de se parler comme aujourd'hui. Et c'est un neuroscientifique psychologue qui l'a dit aussi. Il y a cette photo d'un monsieur qui s'appelle August Landmesser en 1936 à Hambourg, où on voit tous les gens faire le salut nazi sauf lui. Il est comme ça. Et voilà, ce sont des choses aussi qui me donnent l'espoir. Je voulais quand même revenir là-dessus par rapport à mon parcours, parce que c'est ce que je vois, c'est ce que j'ai vécu, la censure, je l'ai vécu, le licenciement, le rejet, l'ostracisme, je l'ai vécu, j'ai subi des pressions, j'ai été convoqué à la police, alors que je n'ai fait que mon métier
et que j'ai été finalement à dire des choses qui ont été reprises par d'autres, mais ça dérangeait. Et encore aujourd'hui, il y a la menace de l'ordre des médecins pour les médecins, etc. Donc, ce sont aussi ces exemples-là qui nous disent qu'on est dans un monde qui évolue vers une vraie dictature, sauf que quand ce sera tellement visible qu'on saura qu'on est comme en Corée du Nord ou en Chine, ce sera trop tard. Aujourd'hui, on peut encore changer les choses. Alors, je suis long et si j'ai dépassé mes 10 minutes, je voulais dire aussi qu'il y a deux choses que je vais aussi parler en tant que médecin, puisqu'on parle de fraude scientifique, c'est le thème. Le premier, c'est l'immunité. Ils arrivent à faire croire, enfin, pas aux gens qui sont ici, je pense, et heureusement, il y en a qui rétablissent la vérité là-dessus, mais ils arrivent à faire croire que l'immunité vaccinale, qui, je le rappelle, n'est basée que sur un volet de l'immunité, les anticorps, la partie humorale, qui est vraiment très spécifique. Et donc, il ferait croire que cette immunité vaccinale serait supérieure à l'immunité naturelle. Or, l'immunité naturelle, c'est l'immunité innée, qui est très puissante dans les infections à coronavirus. Puis, pourquoi est-ce qu'elle est très puissante? Parce qu'elle est basée sur des cellules qui sont déjà sur les sites potentiels d'infection. Tandis que l'immunité spécifique, qui est très bien, dont les anticorps, il lui faut plusieurs jours avant d'arriver, d'être sollicité, d'être stimulé, d'arriver sur le site. Donc, c'est une aberration déjà de faire croire aux gens que uniquement sur les vaccins, on va créer une immunité aussi puissante, voire plus puissante. Or, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé, ce qui trahit pour moi sa corruption, dit. Elle ose dire qu'il n'y a plus que l'immunité vaccinale maintenant qui permettrait de nous protéger en tant que médecin. Même si je suis intensiviste, j'ai fait des études de médecine, les infections habituelles et traitées en soins intensifs, je connais un peu l'immunité, mais j'ai été relire, de toute façon, ces cours d'immunologie, il est clair que réduire l'immunité à tout vaccin est une grave erreur. En plus d'être un mensonge, c'est une grave erreur et c'est très dangereux. Parce que, évidemment, beaucoup d'infections sont éliminées, surtout virales, par l'immunité innée. Or, est-ce que vous, si vous êtes tous du Québec, je ne sais pas, ou du Canada, pardon, mais en Belgique, je n'ai entendu aucun expert, soi-disant, dire aux gens, renforcez votre immunité innée. Or, l'immunité innée, elle va être très sensible au stress, à la peur. Elle dépend aussi voilà, de vitamine D, par exemple, et elle ne vieillit pas. Donc, elle est vraiment très efficace. Donc, on est clairement dans une fraude scientifique si on fait croire que l'immunité, toute l'immunité, c'est l'immunité vaccinale. Et enfin, la dernière chose pour moi, c'est les traitements. Ils ont menti en faisant croire qu'il n'y avait pas de traitement. Aujourd'hui, c'est pour moi leur plus gros mensonge en tant que médecin. J'ai soigné avec des collègues des gens, notamment avec l'ivermectine, et grâce à ça, alors que je peux vous assurer que j'ai été les voir, ils étaient en détresse respiratoire parfois, à la limite d'être hospitalisés. Après 2 jours d'ivermectine, c'était fini. Ils allaient mieux. Alors, comment est-ce qu'on peut constater ça? C'est peut-être pas une étude dans double aveugle revue par des pairs, ça, mais c'est de l'expérience de terrain d'un médecin qui a pu tester ces traitements inoffensifs en plus, et qui, donc ça veut dire qu'on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Effectivement, comme Raoul le disait, mais je suis un des milliers de médecins dans le monde qui le confirment, il y a des traitements, c'est vrai, ce n'est pas de l'infox, même si les fact-checkers, qui ne sont pas des médecins, je pense, tout de suite, comme des petits chiens, vont essayer de corriger ça. Si il y a des traitements efficaces sur les formes graves ou qui permettent d'éviter d'arriver dans les formes graves. Or, vous imaginez si ça, tout le monde le savait aujourd'hui ou le croyait aujourd'hui, eh bien c'est fini. Plus besoin de vaccins, plus besoin de passe sanitaire, plus besoin de nous faire croire qu'il nous faut leur sécurité et d'être contrôlés partout où on va. Je crois que c'est un des éléments vraiment fondamentaux, ça. Voilà, merci.